Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a quitté Bamako ce matin pour Conakry, la capitale guinéenne. Le chef de l'État prend part aux côtés d'autres homologues africains à la cérémonie d'investiture du président Mamadi Doumbouya, élu président au terme de l'élection du 28 décembre 2025. Renforcement des capacités de prise en charge des districts sanitaires du pays. La Direction générale de la santé et de l'hygiène publique vient dans ce cadre de réceptionner des équipements et intramédicaux d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Plus de détails dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Dans le cadre de l'investiture de son homologue de la Guinée ce 17 janvier 2026, le président de la transition s'est rendu ce matin en République de Guinée où il prend part aux côtés d'autres homologues africains à la cérémonie d'investiture du président Mamadi Doumbouya. En plus des membres du cabinet présidentiel, le chef de l'État est accompagné d'une forte délégation ministérielle dont le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre des Transports et des Infrastructures et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce déplacement participe également au renforcement des liens fraternels historiques entre le Mali et la Guinée, illustré par la fameuse phrase de l'ancien président guinéen « deux poumons dans un même corps ». À son départ à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, le président de la transition a été accompagné par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et plusieurs autres membres du gouvernement. Voilà. Le départ du président de la transition pour la capitale guinéenne où il prend part à la cérémonie d'investiture du président Mamadi Doumbouya. Et nos envoyés spéciaux nous signalent que le général d'armée Assimi Goïta est arrivé à Conakry aux environs de 11 h. Vous aurez les images de l'arrivée du chef de l'État dans ce journal. Le Conseil des ministres a adopté hier une communication verbale relative au fonds de résilience de la diaspora. Ce fonds qui a pour but de mobiliser les Maliens établis à l'extérieur pour une contribution à la construction du pays a déjà encaissé en décembre dernier un chèque de 200 millions de francs CFA, une somme remise au ministre de l'Économie et des Finances par les bons soins du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Écoutez Moussa Ag Atayer au micro de Mamadou Fani. Nous avons lancé un appel il y a de cela quelques semaines à l'ensemble de la diaspora malienne pour qu'elle s'organise afin d'apporter un appui. Le 31 décembre 2025, la première réponse de la diaspora nous est parvenue. 200 millions de francs CFA ont été mobilisés à la date du 31 décembre et nous avons organisé une cérémonie de remise du premier chèque de cette mobilisation de la diaspora au ministre des Finances. C'est d'abord pour nous une manière de montrer que la diaspora ne peut pas rester silencieuse face aux difficultés que rencontre le pays. Et la réponse que la diaspora a apportée a été très éloquente. C'est pourquoi j'ai informé le Conseil des ministres, ça va continuer. Nous avons déjà d'autres réponses des Maliens de l'extérieur à travers le monde qui, à travers leurs organisations respectives, sont en train de préparer la prochaine remise également de leurs contributions. Nous avons choisi une forme simplifiée mais plus réglementée de la gestion de ce fonds. C'est pourquoi nous avons impliqué directement le ministre de l'Économie et des Finances, qui est le dépositaire
de ces aspects de gouvernance au sein du gouvernement. Tous les montants qui seront contribués seront remis officiellement devant les représentants de la diaspora au ministre de l'économie et des finances. Au-delà de la contribution financière de la diaspora, nous avons aussi appelé la diaspora intellectuelle à venir accompagner le pays. Et là aussi, la diaspora intellectuelle, à travers le programme Tocten, est en train de répondre à cet appel. Des dizaines de professeurs, de docteurs, de chercheurs, d'intellectuels de la diaspora à travers le monde vont venir au Mali, encadrer des thèses, encadrer des doctorats, contribuer à la formation continue, intervenir dans les universités. Ça également, c'est un appel qui a été répondu. Et dans les prochains mois, la première cohorte d'intellectuels de la diaspora va venir pour justement accompagner les besoins intellectuels, les besoins de formation de notre pays. Des équipements et intramédicaux pour le renforcement des capacités de prise en charge des districts sanitaires du pays. Je vous l'annonçais également en titre. Ils ont coûté plus d'1 milliard de francs CFA à la Banque africaine de développement BAD. C'est la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique qui a réceptionné l'ensemble des matériels en présence de 2 membres du gouvernement. Combat Sissi. Une importante donation en équipements et intramédicaux a été faite par la ministre de la Santé et du Développement social afin d'améliorer la qualité des soins avec un accent particulier sur la prise en charge des accidentés. La donation est composée entre autres des radiographies avec table télécommandée numérisée multiparamétrique, booster d'oxygène, lit médicalisé électrique, valise avec système d'anesthésie portable, sonde d'aspiration CH6. Malgré les multiples défis que notre pays traverse, le gouvernement du Mali au quotidien s'efforce à assurer les services de santé accessibles à tous et sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, ces équipements de pointe que nous allons remettre sont d'une valeur de 1 494 756 000 francs CFA, acquis sur financement de la BAD en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social. Après les accidents, la première destination des victimes, c'est les centres de santé. Donc, raison pour laquelle ces centres de santé sont très bien considérés au niveau du ministère des Transports et des Infrastructures. Donc, les dons que nous venons de remettre et les dons qui ont été financés par la Banque africaine de développement, ça c'est un geste qui est significatif. L'amplificateur de brillance, un appareil de pointe en imagerie, fait aussi partie des lots. Nous pouvons constater dans le lot 2 amplificateurs de brillance et un appareil crucial en radiologie interventionnelle pour visualiser en temps réel et avec une grande précision les structures internes du corps pendant les opérations, permettant ainsi de guider les gestes chirurgicaux tout en utilisant une faible dose de rayon X pour le patient. Son utilité s'étend à l'orthopédie, à la cardiologie, à la neurologie et à la gastro-entérologie. Au nom de l'ensemble des bénéficiaires, nos sincères et chaleureux remerciements pour cet élan de solidarité. Et par ma voix, nous tenons à vous rassurer que ces équipements seront utilisés avec rigueur, transparence et responsabilité, conformément aux objectifs attendus. Ces équipements et intrants médicaux seront déployés dans plusieurs structures de santé de Bamako et de l'intérieur du pays. ORTM, l'Office de radio et de télévision du Mali, lance cette année un vaste chantier de modernisation malgré un budget en légère baisse de la poursuite des travaux de sa grande tour sur la route de Kati au renforcement des programmes en Bamanankan. Priorité est donnée à la proximité et au numérique pour répondre aux nouveaux défis de l'audiovisuel. C'est ce qui ressort de la 57e session du conseil d'administration de l'Office tenue hier, une session présidée par le secrétaire général du ministère de la Communication, Aloussine Touré. L'année 2026 est celle de la transformation institutionnelle de l'ORTM. En effet, suite à l'audit organisationnel diligenté en 2025, l'ORTM entame une restructuration profonde à travers la relecture de son organigramme et de son cadre organique. L'objectif visé est de moderniser la gouvernance et de renforcer la motivation du personnel pour répondre aux défis du secteur audiovisuel. Les administrateurs nous ont demandé un audit organisationnel pour voir un peu
comment réorienter le fonctionnement de l'ORTM. Et l'audit a été présenté avec le cabinet Link Communication qui a présenté justement les résultats de ces travaux ici en session extraordinaire. Et dans les conclusions, il a été proposé beaucoup d'innovations. Et parmi ces innovations, il y a quand même la direction de l'information qui a été proposée. Il y a le changement de la direction de la radio rurale qui deviendrait la direction des stations régionales. Donc on a demandé aux administrateurs vraiment de voir comment mettre en œuvre les propositions du cabinet. Quant au budget global, il s'établit à 13 490 millions de francs CFA, marquant une légère baisse de 2,47% par rapport à 2025. L'investissement majeur demeure la reconduction de 2 milliards de francs CFA du budget spécial d'investissement pour la poursuite des travaux de la tour de l'ORTM située aux routes de Kati. Je me réjouis de la reconduction du budget spécial d'investissement BESI porté à 2 milliards de francs CFA pour la deuxième année consécutive. Cet effort illustre la volonté de plusieurs autorités de booster le chantier de construction de la maison de la radio et TV. Le budget provisionnel pour l'exercice 2026 s'élève à 13 490 436 000 francs CFA et repartis comme suit. Les ressources propres sont estimées à 4 654 millions, soit 34,50%. La subvention de l'État est de 8 836 436 000, incluant le BESI, soit 65,50%. Ce budget connaît une diminution de 2,4% par rapport à 2025. Au 31 octobre 2025, le taux de réalisation des ressources propres était de 60%, une tendance en baisse qu'il nous faudra impérativement inverser. L'ORTM adapte sa grille pour renforcer sa mission de service public à travers le renforcement de l'offre en langue officielle bamanankan. La modernisation digitale se poursuit également avec le développement des plateformes numériques pour élargir l'audience. En même temps, l'Office fait un recours accru à la coproduction pour diversifier les revenus et réduire les coûts de production. Cette 57e session ordinaire du conseil d'administration de l'ORTM a permis vraiment de passer au peigne fin le fonctionnement de l'Office, notamment au niveau financier, au niveau fonctionnel, et donc aussi d'adapter, n'est-ce pas, le conseil d'administration a donné des orientations claires pour que l'ORTM s'adapte à la dynamique communicationnelle du pays aujourd'hui, à savoir faire prévaloir la souveraineté de l'État du Mali, se battre beaucoup pour notre liberté de choix du partenariat stratégique et également la primauté des intérêts du peuple malien dans le cadre de l'AES, qui est une confédération sur laquelle nous espérons beaucoup et qui est vraiment dans une dynamique très positive. Le conseil d'administration a assigné à l'Office une mission de guerre informationnelle. L'ORTM devra s'affirmer comme le pilier du contre-narratif national, particulièrement pour valoriser le projet de la Confédération des États du Sahel et soutenir les initiatives de la transition. Les outils numériques, notamment les téléphones portables et surtout les tablettes, sont de plus en plus utilisés par les enfants. Pour certains, ce sont des moyens de distraction, alors que pour d'autres, ce sont de véritables outils d'apprentissage. Il faut cependant savoir que l'utilisation de ces outils expose ces tout-petits à de nombreux dangers d'ordre sanitaire, mais aussi psychologique. C'est un reportage de Aminata Brahima Ouedraogo et Gaussou Achatouri. Comme activité récréative, beaucoup d'enfants maliens optent pour les jeux collectifs. Mais à côté de ceux-ci, il y a aussi les tout petits fans du numérique. Pas de bruit, pas de course, ils ont pour amis les tablettes. À peine âgée de 4 ans, Mariam Kone maîtrise parfaitement chaque coin et recoin de sa tablette. Ses petits doigts glissent sur l'écran à la recherche de ses applications favorites. Tablette. La woklan pa na pat pipa kono mais ente tout à fait pa on ben jere kala bo tablette kono entra fence ko 1 2 3 nous on est ABCD pour que vous se ko sebe quoi
La famille Camara, située à Lafiabougou, fait partie de celles qui sont pour l'utilisation des outils numériques par les enfants. Après l'école, chacun récupère ce qu'ils appellent leur deuxième professeur à domicile, la tablette. Donc je leur donne leur tablette après leur arrivée de l'école. Ensuite aussi les week-ends, samedi et les dimanches. L'utilisation de la technologie est un apport capital dans l'éducation selon les enseignants. Déjà quand les enfants à leur bas âge apprennent à utiliser ces outils, ça peut beaucoup les aider à faire des travaux personnels. Certaines écoles déjà depuis le bas âge commencent à initier les enfants à l'outil informatique. Donc ceux qui utilisent déjà les tablettes à la maison ont un avantage certain sur les autres. Quand les règles d'utilisation ne sont pas respectées, ce qui devrait être bénéfique pour l'enfant peut produire l'effet contraire. L'enfant qui utilise beaucoup les tablettes, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur sa concentration et leur capacité aussi de mémorisation. Et ça excite aussi les enfants à pouvoir avoir des gratifications immédiates. Pour beaucoup de parents, l'utilisation des tablettes est le meilleur moyen pour canaliser l'enfant. Mais la plupart d'entre eux ignorent complètement les dangers auxquels ils exposent leur progéniture. Les enfants qui passent beaucoup de temps sur les écrans, ils seront beaucoup plus sédentaires. Donc ça peut provoquer à ce niveau une obésité qu'on appelle surpoids chez ces enfants. Ceux qui utilisent juste pour aller au lit, ils seront exposés aux troubles de sommeil aussi. Et les difficultés à se calmer seuls. Tant qu'ils n'ont pas ça, ils seront toujours agités. Les yeux sèchent, ils n'ont pas assez de larmes. Donc ça leur provoque des petits problèmes, des démangeaisons, sensations de corps étranger, des picotements. Ça peut provoquer de myopie. C'est pourquoi actuellement on voit beaucoup d'enfants avec les lunettes. Il faut que les parents contrôlent le temps d'exposition à ces appareils. Voilà, 1 à 2 heures par jour, ça suffit. Et il faudrait aussi que les parents incitent les enfants à aller vers des contenus éducatifs. Aujourd'hui, il existe plusieurs applications de contrôle parental. Les parents peuvent suivre en temps réel ce que les enfants font avec les tablettes. Les enfants de moins de 3 ans ne doivent même pas accéder aux écrans. Chez les enfants de 3 à 6 ans, normalement, l'enfant ne doit pas dépasser 1 heure de temps sur les écrans par jour. Entre 6 ans et 9 ans, ça doit être de façon progressive, mais toujours ça doit être sous contrôle parental jusqu'à 18 ans où l'autonomie peut leur être donnée. À défaut de l'interdire, médecins et enseignants priorisent une utilisation plus saine et modérée des smartphones et tablettes par les enfants. Voilà qui est clair. L'eau coule désormais à flot à l'école publique de Dogobala dans la région de Koulikoro. Cela grâce à la réalisation d'un forage. Le geste est un appui du centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire de l'Arabie Saoudite à travers l'ONG Al-Farouk. Coût de réalisation plus de 10 millions de francs CFA. Compte rendu Sorona Kamisogo. Par cet acte, le Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire de l'Arabie Saoudite répond à l'un des soucis majeurs des autorités scolaires, du personnel enseignant et des élèves de l'école publique de Dogobala, celui de l'accès difficile à l'eau potable. Coût total de l'infrastructure, plus de 10 millions de francs CFA. Cette donation vient de nos bailleurs, qui est le Centre de secours des actions humanitaires du roi King Salman, voilà, de l'Arabie Saoudite. L'ONG Al-Farouk. On est en partenariat avec ce centre de secours. La donation est faite pour améliorer le cadre de vie des populations. Le conseil que j'ai à donner pour l'entretien est que vraiment le comité puisse jouer son rôle. On va leur faire une formation d'ici peu. D'un débit de 10 mètres cubes par heure, l'infrastructure va contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage au sein de l'établissement, de quoi susciter une immense joie aussi bien chez les bénéficiaires que les autorités communales. Nous saluons notre partenaire l'ONG Al-Farouk et le Centre Salman d'Arabie Saoudite. Le corps enseignant et les élèves de Dogobala vous remercient de ce point d'eau si capital pour eux. Que Dieu bénisse l'ONG Al-Farouk et le Centre Salman d'Arabie Saoudite et le Mali. Avant juste la reprise, l'école m'avait réclamé quand même un fourrage. Bon, je n'avais pas automatiquement les moyens,
Maintenant, l'arrivée de Al-Farouk vraiment a satisfait ces vides. On mettra en place un comité qui va gérer les fourrages. Il va falloir prendre soin de ces châteaux pour le bonheur de toute la population. Pour rappel, la réalisation de ce forage s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme social initié par le Centre Salman, un programme qui tire vers sa fin. La coalition Angataranae a célébré la journée nationale de la souveraineté retrouvée à travers une lecture du Coran au camp fort Cheikh Sidi Bekay de Tombouctou. Il s'agit pour elle d'honorer la mémoire des vaillants soldats tombés pour la patrie et de faire des bénédictions pour ceux qui sont engagés sur le théâtre des opérations. Reportage Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. Par cette lecture de Coran au camp fort Cheikh Sidi Bekay de Tombouctou, la coalition Angataganaye entend honorer la mémoire des vaillants militaires tombés sur les champs de l'honneur et faire de bénédictions pour les soldats engagés sur les différents théâtres des opérations. Le 14 janvier, c'est un jour qu'on ne peut jamais mettre à l'écart et on ne peut jamais oublier nos femmes. Donc tout ce que nos femmes ont besoin maintenant, c'est une lecture coranique des bénédictions pour le Mali et pour le pays et pour nos femmes. Nous avons réussi cette initiative pour que nos femmes soient fortes, soient courageuses et savent toujours que nous sommes à côté d'eux. Nous aussi, nous sommes résilients et déterminés toujours avec nos braves soldats et on est fiers d'eux. Cette initiative hautement patriotique, qui n'est pas une première de la part de la coalition, est appréciée par la hiérarchie militaire. Nous, en tant que croyants, nous saluons toujours cette initiative parce que nous savons qu'avec ces activités spirituelles, voilà, ça nous soulage, ça nous donne encore plus de morale. Nous savons que nous sommes accompagnés avec ce genre d'initiative. La cérémonie de lecture a été suivie d'une fatiha et un petit déjeuner. Et avant de se quitter en image, l'arrivée ce matin à Conakry en Guinée du président de la transition, le chef de l'État qui prend part aujourd'hui aux côtés de plusieurs de ses homologues du continent à l'investiture du président de la République de Guinée. Le président de la transition accueilli ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry par le Premier ministre et le chef de la diplomatie de Guinée. On notait aussi la présence de l'ambassadeur du Mali en Guinée et beaucoup d'autres personnalités. Le président de la transition qui salue les corps constitués. Après un bref passage au salon d'honneur, voilà, vous le voyez, le chef de l'État a également salué une forte colonie malienne mobilisée à l'aéroport pour lui réserver un accueil populaire des plus chaleureux. Voilà. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui prend ensuite la direction de la résidence Kinsi à quelques encablures du stade Lansana Conté où se tient la cérémonie d'investiture. À noter que l'élection présidentielle en Guinée a eu lieu le 28 décembre dernier et que le général Mamadou Doumbouya l'a emporté dès le premier tour avec 86,72% des voix selon les résultats définitifs. Le reportage de nos envoyés spéciaux sur cette cérémonie est à suivre dans l'édition de 20h et c'est la fin de la présente. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous donc à 20h avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.